À la une de l'actualité, une perte colossale dans les caisses de l'État. Les chiffres du rapport 2022 de l'ASELC font état de plus de 16 milliards de francs CFA. 16 milliards de francs CFA volatilisés entre 2020 et 2021 du fait de certains agents de ministères et institutions. C'est le rapport 2022 de l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, présenté hier à la presse, qui le révèle. Les détails à suivre dans un court instant. À suivre également dans ce journal le nouveau plan d'action du CNTS, dénommé Plan stratégique 2024-2028. C'est un outil de travail qui vise à améliorer les capacités de collecte du liquide précieux. Axé sur 4 points, cet instrument qui va coûter 42 milliards de francs CFA a été soumis hier aux acteurs concernés pour validation. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BF1. L'État aura donc essuyé une perte financière de plus de 16 milliards de francs CFA sur la période 2021-2022. Les chiffres émanent du rapport 2022 de l'ASELC, l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Ce rapport d'audit publié hier 6 février est le fruit de l'audit réalisé par l'institution sur la commande publique, le carburant et les frais de mission, entre autres. À la loupe de l'ASELC, la gestion financière de tous ces aspects révèle de nombreuses irrégularités, notamment dans le secteur de la défense, des irrégularités qui coûtent à la caisse de l'État un manque de plus de 16 milliards de francs CFA. Plus de précisions avec Archimède Boy et Risnata Wedgaou. Plus de 16 milliards de francs CFA perdus par l'État burkinabé, selon le rapport 2022 de l'ASELC, l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Dans le top 3 des pertes financières dues aux agents des ministères et institutions du pays, figurent l'Assemblée nationale, le ministère des Infrastructures et la présidence du FASO. 241 commandes publiques examinées révèlent des irrégularités dans le secteur de la défense, notamment au niveau des armements, munitions et optiques. Sur 14 contrats, 8 d'un montant de plus de 75 milliards de francs CFA ont été attribués à plusieurs entreprises appartenant à une même personne physique. Non, on ne va pas donner le nom de l'entreprise. En tout cas, je ne l'ai pas en tête tout de suite comme ça. Il est dans les rapports individuels. Voilà. Mais nous, c'est le fait déjà et les risques que cela peut provoquer. Voyez-vous, si vous avez une seule personne physique qui est votre fournisseur, il y a un risque. Et qui prend la majorité pour tout un pays, il y a un gros risque. Voilà, c'est ces risques qu'on a voulu relever. L'audit annoncé de l'armée tarde à voir le jour, une situation qui serait liée, selon certains experts, à des oppositions au sein de la Grande Muette. Sur ce point, le contrôleur général d'État tente de relativiser. Une entité qu'on contrôle et on arrive à trouver les gens souriants, soyez les bienvenus. Nous sommes très heureux de vous recevoir pour le contrôle. Ça n'existe pas. Que ce soit civil ou militaire, là, tout le monde est hostile au contrôle. Personne ne veut être contrôlé. Donc la même chose qu'on a chez les civils, c'est la même chose aussi chez les militaires. Maintenant, la différence, effectivement, que là-bas, bon, il y a une situation d'insécurité qui est là. Donc il y a la crainte que bon, on ne peut pas communiquer sur tout, voilà, de telle sorte que bon, ça puisse être mal utilisé et porter atteinte donc à l'efficacité de la lutte pour rétablir la sécurité. Donc ça va revenir en plus, ça fait que bon, les choses vont aller moins vite. Concernant la déclaration de biens imposés à certaines autorités du pays, des réticences existent encore, en témoignent les chiffres de ce rapport. 198 assujettis ont fait leur déclaration sur 203 assujettis, soit un taux de 97,53%. Ça, c'est pour ceux qui devraient entrer en fonction, bien sûr. En ce qui concerne les déclarations de cessation de fonction, 100 assujettis ont fait leur déclaration sur les 103 qui étaient attendus, soit un taux de 97%.
Des actions sont en cours pour contraindre les retardataires à remplir leurs obligations déclaratives. Outre la commande publique, les comptes de dépôt, les régies d'avance, le carburant, les frais de mission, les rétributions et les dons accordés aux personnes politiquement exposées ont fait l'objet de ce rapport d'audit qui a concerné la période 2020-2021. Et le taux de couverture des dépenses auditées, lui, est estimé à plus de 55%. La Carrefour, caisse autonome de retraite des fonctionnaires, elle vole au secours de nos blessés de guerre. Afin d'améliorer leur prise en charge depuis l'accueil jusqu'aux soins, la Carrefour offre plus de 268 millions de francs CFA au centre de santé des armées pour son équipement. Ce don qui entre dans le cadre de la responsabilité sociétale de cette institution financière vient à point nommé selon les responsables de la Grande Muette qui ont réceptionné le chèque. Témoin de l'événement, Amadou Diko nous en parle. Plus de 268 millions de francs CFA pour améliorer les conditions de prise en charge des forces de défense et de sécurité blessées sur le théâtre des opérations admises au centre de santé des armées. C'est un don de la Carrefour, caisse autonome de retraite des fonctionnaires. Il vise à mieux équiper le centre de santé des armées. Il y a 137 millions qui sont consacrés à l'agrandissement du laboratoire et à la construction de nouvelles salles. Nous avons un montant de 92 millions qui va servir à l'achat de matériel médico-technique et 38 millions pour d'autres équipements qui vont permettre vraiment au centre de santé d'offrir plus de soins vraiment aux malades qui viennent. Le geste de la Carrefour est salué par les autorités de la transition. Selon le directeur central des services de santé des armées, c'est une dotation qui vient soulager l'hôpital militaire face aux besoins qu'il est confronté. Nous avons des états de besoin au niveau du matériel, au niveau des consommables, mais également au niveau des locaux. Voilà. Avec le commandement, nous essayons de faire le maximum, voilà. Mais nous sommes ouverts à tout partenariat. Et ce genre de partenariat avec la Carrefour nous permet justement d'être beaucoup plus efficace et justement d'être beaucoup plus réactif pour la prise en charge de nos patients. La Carrefour place ce don dans le cadre de sa responsabilité sociétale. Toujours dans cette démarche, l'institution assure la prise en charge des premiers soins de santé des blessés de guerre et ce grâce à une convention avec le centre de santé des armées. Outre l'amélioration du plateau technique du centre de santé des armées, les blessés de guerre, on le sait, ont aussi besoin de sang dans leur prise en charge. Pour eux et le reste des malades dont les soins nécessitent le liquide précieux, l'opérateur unique de sang est à pied d'œuvre pour couvrir totalement les besoins du pays en produits sanguins. Pour y arriver, le Centre national de transfusion sanguine innove dans sa stratégie de mobilisation. Il veut se doter d'un plan stratégique quinquennal de travail. Hier, à Ouagadougou, les acteurs du domaine étaient en conclave pour examen aux fins d'adoption de ce programme estimé à plus de 42 milliards de francs CFA. Plus de précisions avec Nadège Thiemtoré et Maxime Ilboudou. C'est un document, s'il venait à être adopté, sera le fil conducteur des 5 prochaines années du Centre national de transfusion sanguine CNTS. Avec ce plan stratégique 2024-2028, l'opérateur unique de sang au Burkina Faso veut améliorer la disponibilité des produits sanguins dans les hôpitaux. Collecter plus de poches de sang sur l'ensemble du territoire national pour les mettre à la disposition des demandeurs. Pour être autosuffisant, le CNTS doit collecter 250 000 poches de sang par an. À ce jour, il couvre que 87% des besoins exprimés par les formations sanitaires. Dans ce plan stratégique, nous envisageons responsabiliser les infirmiers chefs de poste, c'est-à-dire ne pas rester seulement dans les grandes villes, mais aller vraiment dans les villages à travers l'intervention des infirmiers chefs de poste pour nous aider dans la mobilisation des donneurs de sang. Donc ça, c'est une innovation majeure. Et l'autre innovation, c'est que nous envisageons dans ce plan stratégique-là couvrir l'ensemble du pays. Parce qu'il y a 3 régions encore où le CNTS n'est pas encore présent. Et donc nous allons vraiment
mettre l'accent sur ce volet afin de mobiliser, de couvrir toute l'étendue du territoire. Son axe 2 concerne le renforcement des ressources humaines. Dans le plan stratégique, il est prévu également une politique pour desservir les zones à fort déficit sécuritaire. L'idée est de couvrir les 13 régions du pays, ce qui va nécessiter une implication des partenaires techniques et financiers au regard de l'insuffisance des ressources financières. Il y a des zones qui sont inaccessibles pour y aller par la route. Avec l'accord des forces de défense et de sécurité, nous allons dans certaines zones par hélicoptère et nous faisons la collecte, nous faisons le traitement et nous disponibilisons ces produits sanguins-là directement pour ces populations. Une fois adopté, le plan stratégique devient un instrument destiné à convaincre les bailleurs de fonds. Sa mise en œuvre nécessite la somme de 42 milliards de francs CFA. Dans le secteur agricole, les lignes bougent pour ce qui est de la mise en œuvre de l'offensive agro-silvopastorale et halieutique 2023-2025. Dans le cadre de sa mise en œuvre, le département en charge de l'agriculture vient de lancer un nouveau programme dénommé Projet d'urgence pour le renforcement de la production agricole au Burkina Faso. Ce projet, qui entend trouver une solution à l'insuffisance des engrais agricoles et doter du même coût les producteurs en semences, va concerner 250 communes du Burkina Faso pour une production plus accrue en céréales et légumineuses. Arsène Konditamde a assisté au lancement du projet hier. Il nous en dit plus. Le projet d'urgence pour le renforcement de la production agricole au Burkina Faso, PURPA BF, est une réponse des autorités burkinabè à l'insuffisance des intrants agricoles depuis le début de la guerre russo-ukrainienne. Le projet prévoit mettre à la disposition des producteurs 21 125 tonnes de NPK, 10 000 tonnes d'urée, 2 000 tonnes de Burkina phosphate, 3 000 tonnes de fumure organique et 8 710 tonnes de semences certifiées. Ces intrants vont permettre une production additionnelle de céréales de plus d'1 million de tonnes et de 59 200 tonnes de légumineuses. C'est donc avec beaucoup de satisfaction que nous assistons ce matin au lancement de ce projet qui va apporter un plus en termes de résilience des productions agricoles, qui va apporter un plus également à nos producteurs en termes d'accompagnement dans l'octroi d'intrants agricoles, notamment les engrais et les semences. Et cela tombe à pic parce que nous avons, comme vous l'avez constaté, lancé l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025. Et la question des semences et des engrais sont des déterminants importants pour la production et pour l'augmentation de nos productions sur les filières qui ont été ciblées. Au total, 250 communes bénéficieront des interventions du PURPA BF avec une concentration des activités autour des grandes plaines irriguées, Bagrépol, Bama, Banzon et Karfiguela. Le coût estimatif du projet est d'un peu plus de 25 500 millions de francs CFA sous forme de dons et de prêts. Il est financé en grande partie par la Banque africaine de développement. Et nous saluons vraiment cette priorité que les hautes autorités du pays mettent sur le secteur agricole pour renforcer la résilience du pays. Son objectif est d'aider le pays à faire face aux différents chocs, notamment la crise née du conflit entre l'Ukraine et la Russie, qui a perturbé les circuits de distribution des produits agricoles et des intrants. Le PURPA BF est un instrument d'opérationnalisation de l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025. Les principaux bénéficiaires sont des producteurs composés de femmes, de jeunes et de déplacés internes. Le projet cible 102 000 bénéficiaires directs et 612 000 bénéficiaires indirects. Le projet Variwa, qui entend contribuer à la création d'un environnement incitatif au transfert de technologies et à l'innovation durable, lui fait encore une halte pour évaluer les actions menées dans ces 4 pays d'intervention que sont le Sénégal, le Togo, le Bénin et le Burkina Faso. L'idée est de déceler des failles s'il y en a afin de réaliser les objectifs du projet à l'heure du bilan global. Stéphanie Ouattara, Madina Sienou, reportage. 3 ans après le lancement du projet Variwa, les acteurs chargés de son opérationnalisation se retrouvent pour un bilan partiel. Cette session se veut un cadre d'évaluation des activités exécutées depuis sa mise en œuvre en 2021. Le projet Variwa a pour objectif de contribuer à la création d'un environnement incitatif
au transfert de technologie et à l'innovation durable en Afrique de l'Ouest, notamment au Burkina Faso, au Sénégal, au Bénin et au Togo. Cette rencontre donc, qui regroupe ces 4 pays-là est d'une importance capitale parce que c'est là qu'en fait, on va essayer de réorienter donc, la suite du projet pour être sûr qu'à l'issue donc, de ce projet-là, on aura des résultats qui sont à la hauteur du financement qui nous ont été donc, attribués. Au Burkina Faso, ce projet a 3 programmes phares. L'un d'eux a pour ambition de transformer le centre de recherche de l'Université Nazi Boni en centre d'expertise de valorisation des résultats de la recherche. On a un bilan au Burkina Faso, comme l'a rappelé Michel le conseiller technique, où on a 3 projets phares. Un projet à l'Université Nazi Boni qui fait de la formation. Et à terme, nous souhaitons d'ailleurs institutionnaliser ce centre-là à travers le rectorat qui va prendre un arrêté qui va mettre en place le centre d'expertise en valorisation des résultats de la recherche, qui sera un centre de référence qui pourra former tous les Burkinabés qui le souhaitent sur ces questions de propriété intellectuelle, brevets, etc. Et même au-delà de la sous-région. Ça, c'est un premier résultat et des centaines d'enseignants, chercheurs, des centaines d'innovateurs ont déjà été formés à travers ce dispositif. Le projet Variwa, valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation en Afrique de l'Ouest, est financé par l'Union européenne à hauteur de plus de 3 milliards de francs CFA. Donc pour nous, c'est important de démontrer à travers cette activité notre vocation et notre partenariat avec le pays, avec le Burkina Faso, avec la région et avec sa population. Et nous, on est fiers, mais on nous engage aussi de continuer ensemble avec le gouvernement. Et donc on est très contents, on est fiers d'être partenaires avec le gouvernement dans ce processus. Il y a d'autres programmes, d'autres projets dans l'éducation de base, dans l'éducation supérieure, dans la recherche, y compris Erasmus+. Durant ces 72 heures de discussion, ces acteurs vont parler de science, de technologie et d'innovation qui sont essentielles pour accélérer le développement économique de l'Afrique de l'Ouest et assurer une croissance inclusive. Du côté de l'Université Aube Nouvelle de Bobo-Dioulasso, c'est l'heure de l'évaluation des connaissances acquises par les étudiants de licence 2 au cours du premier semestre de l'année académique 2023-2024. Lancé hier mardi 6 février 2024, après plus de 6 mois de cours, l'objectif de ce test lourd pour les responsables de ce temple du savoir vise à relever le niveau des candidats pour de meilleurs résultats en fin d'année académique. Pour cette première session, plus de 900 étudiants inscrits en licence 2 de 20 filières seront ainsi évalués. Thomas Koukayao et Soto Justin Dabiré ont suivi le lancement de ce test lourd pour nous. Regardez. Il est environ 7h30 dans cet amphithéâtre de l'Université Aube Nouvelle de Bobo-Dioulasso. Des étudiants attendent les sujets du premier examen de l'année 2024. Après vérification des enveloppes, les responsables de l'université procèdent à l'ouverture de l'enveloppe des premiers sujets et c'est le top départ de l'examen du premier semestre de l'année 2023-2024 appelé test lourd. Malgré le stress, les étudiants se disent confiants et prêts à aborder les sujets avec sérénité. Ce matin, on est là pour le test lourd, qu'on nous a assez donné de temps pour se préparer, donc je crois que ça va aller. Je suis assez confiante. On commence avec la malherbologie, qui est le titre des mauvaises herbes, donc je crois que ça peut passer. Il y a un peu le stress, mais ça va. Pas trop stressé, surtout pour l'examen, il ne faut pas se stresser, donc nous sommes là. Ça va aller. Le premier sujet pour nous, c'est ossature bâtiment. Nous, c'est LMBTP, donc c'est sur le bâtiment qu'on commence. Ce sont plus de 900 étudiants en licence 2 repartis dans plus de 20 filières qui composent cette première session de l'examen du premier semestre. Un examen qui vise à évaluer le niveau des étudiants selon les responsables de l'Université Aube Nouvelle de Bobo-Dioulasso. C'est inscrit dans le programme académique, les étudiants sont informés qu'ils sont soumis à, c'est vrai, des examens continuels, mais spécialement deux sessions d'examen. La première session, c'est celle de maintenant, février. Nous aurons dans quelques mois également la deuxième session, notamment en juin. Et ça se passe sur les matières fondamentales, c'est-à-dire en fonction des options, des filières,
et ça va sur un minimum de 4 matières. Nous les avons donné quelques jours de pause révision pour chaque filière, au moins une semaine de révision pour les premières années et pour les deuxièmes années avant de commencer les examens. Pour participer à l'examen, il faut d'abord être inscrit à l'université Aube-Nouvelle et être à jour de ses frais de scolarité également. Cet examen de premier semestre des étudiants en licence 2 va se dérouler sur 48 heures. Il concerne les étudiants en génie civil, en électronique, en communication, en finance comptabilité, en gestion des ressources humaines et en lettres modernes. Selon les responsables de l'université Aube-Nouvelle de Bobo-Dioulasso, plus de 1000 étudiants inscrits en licence 1 dans plus de 20 filières seront également soumis aux tests lourds de fin de premier semestre le vendredi 9 et le samedi 10 février 2024. Des nouvelles de la CAN Côte d'Ivoire 2023 pour finir. Les finalistes de cette 34e Coupe d'Afrique des Nations seront connus ce soir à l'issue des demi-finales. Au stade de la paix de Bouaké, les Super Eagles du Nigeria seront face aux Bafana Bafana d'Afrique du Sud sous le coup de 17h. À 20h par contre, les miraculés éléphants de la Côte d'Ivoire auront besoin de leur bonne étoile pour se débarrasser des léopards de la République démocratique du Congo. Quels sont les enjeux de ces matchs? Madizongo et Amadou Diko nous en parlent. Sur la pelouse du stade de la paix de Bouaké, les Super Eagles et les Bafana Bafana vont se bagarrer pour obtenir le premier ticket de la finale. Les deux formations se sont rencontrées à ce stade de la compétition en l'an 2000 au Nigeria. Les Super Eagles étaient sortis vainqueurs 2-0. Pour cette 16e demi-finale de son histoire, le Nigeria aura l'avantage de la fraîcheur physique. Les coéquipiers de Victor Osimhen sont les seuls à avoir atteint ce stade de la compétition sans passer par les prolongations. Mais il en faut plus pour intimider les garçons de Hugo Bross qui ont mis à la porte les Lions de l'Atlas du Maroc, demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde. La bataille des fauves aura lieu sur la pelouse du stade Alassane Ouattara entre les éléphants de la Côte d'Ivoire et les léopards de la RDC. Les locaux qui vont jouer la 5e demi-finale de leur histoire ont éliminé les Congolais au même stade en 2015 en Guinée équatoriale par 3-1. Mais les éléphants doivent améliorer leur entame de match pour éviter de courir encore derrière le score. On a analysé nos deux entames de match. Et même si à la fin le résultat était positif pour nous, on a vraiment à cœur de bien démarrer le match et si possible ne pas réagir après le premier but encaissé. Donc non, le discours il est simple, il faut jouer sur la confiance qu'on a retrouvée avec ces deux succès. Les Congolais qui vont disputer leur 9e demi-finale ont aussi des raisons d'espérer dans cette confrontation au sommet. Pour chacune de leurs victoires finales, ils ont éliminé le pays d'organisateur en demi-finale. En 1968, ils ont battu les Walia d'Éthiopie par 3-2, avant de récidiver en 1974 sur le même score devant les pharaons d'Égypte. Néanmoins, le match sera ouvert selon leur entraîneur. Oui, c'est une belle affiche. C'est un match qu'on attend, nous, avec calme et à la fois calme et à la fois de l'impatience parce que les garçons ont bien récupéré du match contre la Guinée. On a encore une séance d'entraînement ce soir et on attend le match demain, effectivement, comme vous l'avez dit, qui va être un match pour moi indécis, mais un match, je pense, assez ouvert entre deux équipes qui ouvrent le jeu. Sur l'aspect de l'énergie et de la prolongation, on verra. En tout cas, nous, on a bien récupéré. Quelle que soit l'issue de ces demi-finales, on assistera à une finale inédite le 11 février sur la pelouse du stade Alassane Ouattara.
Voilà donc exposer les chances de réussite de chacune de ces équipes en demi-finale à la CAN Côte d'Ivoire 2023. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sportivement que prend fin ce journal. Merci de l'avoir feuilleté en notre compagnie. Je serai très ravie de vous retrouver demain ici même pour une autre session d'information. D'ici là, ne zappez surtout pas. Nos programmes se poursuivent. Bonsoir.